J'ai eu l'occasion de lire aujourd'hui des informations concernant le rapport 2017-2018 sur rendre des comptes en matière d'éducation, qui retrace un petit peu le suivi de l'éducation lors de cette année-là, et bien sûr comparatif aux années précédentes. Il est très important de souligner dans le cadre universel que l'éducation joue un rôle perspicace et interdépendante avec toutes les données du développement économique ainsi que le maintien de la paix et le combat antiterrorisme. Donc en fait, c'est très important de constater le nombre croissant de personnes accédant à l'éducation ainsi que les sous-performances constatées en matière d'apprentissage qui ont mis en évidence certaines défaillances chroniques des services de la qualité de l'enseignement. Ces difficultés auxquelles s'ajoutent des budgets d'éducation serrés et l'importance croissante accordée au rapport qualité-prix dans le monde ont incité plusieurs États membres à chercher des solutions pour une plus forte obligation de rendre des comptes qui arrive souvent en tête de liste. Donc la garantie d'une éducation équitable, inclusive et de qualité résulte souvent d'une entreprise collective dans laquelle tous les acteurs s'efforcent à assumer l'ensemble de leurs responsabilités. Pour se concrétiser, les projets les plus ambitieux en matière d'éducation doivent être portés par une multiplicité d'acteurs aux rôles souvent croisés. Il est donc rare que les responsabilités reviennent à un seul acteur. Comme l'explique le rapport, et bien sûr en se focalisant sur l'ODD 4 et la garantie d'une éducation équitable, inclusive et de qualité, résultant souvent d'une entreprise collective dans laquelle tous les acteurs s'efforcent d'assumer, comme j'avais dit tout à l'heure, leurs responsabilités. Donc pour y parvenir, il est nécessaire de faire converger les intérêts politiques et économiques. Les politiques et les acteurs de l'éducation sont en lien avec le monde qui les entoure. Il est tout aussi important que les acteurs puissent évoluer dans un environnement porteur et disposer de tous les outils adéquats pour assumer leurs responsabilités dans ce contexte d'action, faute de quoi la réussite ne sera pas au rendez-vous. Le manque d'informations claires, de ressources, de capacités entravera leurs efforts à chaque étape. Donc les politiques visant à améliorer les pratiques existantes et à favoriser une culture de la bienveillance plutôt que du reproche seront certainement plus à même de mettre en place des systèmes éducatifs équitables, inclusifs et de qualité. La réussite des grands objectifs de l'éducation au niveau universel nécessite une collaboration et une communication entre les acteurs. Et le public accordera la confiance et son soutien à condition que le processus et les objectifs soient perçus comme légitimes et réalisables avec les ressources ayant eu disponibles. Tout manque de confiance du public finira par entraîner une démobilisation des citoyens par un entravement des droits des parents et il est probable que les réformes progresseront lentement et resteront superficielles si la méfiance est au programme, si l'on veut, entre guillemets, c'est-à-dire régnant au sein du système. Donc l'instauration de la confiance nécessite d'engager de nombreuses parties prenantes pour élaborer un ensemble des objectifs communs et de reconnaître l'interdépendance des acteurs et en mutualisant les responsabilités. Plusieurs tendances sociopolitiques ont contribué à favoriser l'obligation de rendre des comptes dans les politiques d'éducation. La gestion des systèmes éducatifs est devenue de plus en plus complexe avec l'essor rapide de l'éducation au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les gouvernements des pays à revenus élevés sont alors notamment passés d'une gestion de ressources à une gestion de résultats, ce qui crée justement une éducation dans d'autres domaines. Cette évolution s'est accompagnée dans la mise en place de systèmes de mesures et d'instruments qui sont normalisés et qui permettent de comparer les collectivités locales et leurs établissements respectifs. On a également assisté à un phénomène de décentralisation permettant aux autres localités d'avoir une meilleure prise de
services d'éducation. Le gouvernement central a conservé la responsabilité du financement, du suivi et de la réglementation. Et par ailleurs, l'insatisfaction vis-à-vis de l'enseignement public dans certains pays a favorisé la diversification des services de l'éducation et l'apparition d'un marché, entre guillemets, de l'éducation. Les parents pouvaient ainsi sélectionner l'établissement de leurs enfants en fonction de classements publiés dans l'intention de stimuler la concurrence et d'optimiser la qualité de l'enseignement. La mise à disposition dès lors d'informations est également incitant les citoyens à exiger davantage de transparence. Donc, certains pays à revenus élevés ont commencé à mettre en place des politiques relatives à l'obligation de rendre des comptes afin de mesurer et d'évaluer la performance des établissements, comme j'avais mentionné, selon le taux de réussite aux examens. Les sanctions et les récompenses attribuées aux établissements ont désormais tendance à se fonder davantage sur les résultats scolaires. Ces derniers sont également utilisés pour évaluer la performance des personnels enseignants et la qualité générale de l'établissement. Très important cependant de mentionner que pour que la démarche de reddition de comptes favorise une éducation plus inclusive, équitable et de meilleure qualité, il est important de privilégier des approches qui sont modulables et qui permettent d'exploiter intelligemment les données disponibles. C'est un mécanisme de reddition de comptes donné pour pouvoir faire fonctionner le processus de performance et dans un contexte pour certains aspects éducatifs particuliers, mais aussi pour avoir des retombées qui sont positives au niveau de cet axe-là. L'obligation de rendre des comptes est certes cruciale pour améliorer les systèmes éducatifs. Certaines hypothèses doivent toutefois être remises en question. L'obligation de rendre des comptes ne suffit pas à elle-même, elle doit être considérée comme un moyen et non comme une fin. Elle constitue par le but ultime de l'éducation un outil qui nous permettra d'atteindre les cibles de l'ODD 4 dans l'horizon 2030. Donc, le rapport mondial du suivi de l'éducation 2017-2018 est déjà un document très fascinant au courant de cette année qui nous permet de mettre en revue les données mondiales relatives aux divers mécanismes souvent interdépendants et qui vise à demander des comptes aux principaux acteurs de l'éducation et l'efficacité de la contribution de ces mécanismes à la réalisation de l'ODD 4 ainsi que les environnements porteurs nécessaires aux acteurs pour assumer les responsabilités individuelles. Obligation de rendre des comptes des gouvernements. Un point très important, les gouvernements sont justiciables en dernier lieu de l'avancement des objectifs mondiaux relatifs à l'éducation dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Ils doivent répondre des engagements, des plans de la mise en œuvre et des résultats relatifs à l'éducation. Les gouvernements ont des responsabilités juridiques en matière d'éducation. Tous les pays ont ratifié au moins un traité international juridiquement contraignant relatif aux droits de l'éducation. Les gouvernements ont pour obligation de respecter, de protéger et d'assurer la mise en œuvre efficace de ce droit. À l'heure actuelle, 82% des constitutions nationales incluent une disposition concernant le droit à l'éducation. Cependant, ce dernier n'est opposable que dans à peine la moitié de ces pays, les États membres. C'est-à-dire que les usagers disposent de voies de recours juridiques leur permettant d'engager poursuite contre l'État en cas de violation de leurs droits de l'éducation. Très important de comprendre qu'il y a différentes suites et différents engagements quand il s'agit de l'éducation quand on tient en facteur les citoyens et l'État. Donc il y a une relation au niveau de la demande, la revendication du droit d'éducation, au niveau de la satisfaction d'un traité juridiquement contraignant, au niveau de l'inscription au droit à l'éducation dans la Constitution, au niveau de la capacité légale de poursuivre l'État en justice, ainsi qu'au moins une assignation de justice de l'État pour non-respect du droit de l'éducation. Donc il y a des pourcentages pour ces 4 différents contextes d'action. La Constitution, le droit ou les politiques de 42 pays sur 86
font explicitement référence à l'éducation inclusive, d'où l'importance des processus de compte rendu internationaux influant plus ou moins sur l'obligation de rendre des comptes des gouvernements. Les pays ayant ratifié l'un quelconque des 7 traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et faisant mention aux droits de l'éducation doivent communiquer régulièrement sur les mesures prises pour honorer leurs engagements. Parmi ces traités figure la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la CRPD. Celle-ci demande que le système éducatif pourvoie l'insertion scolaire de tous les niveaux et défend de droit des personnes handicapées à l'éducation. La CPRD continue la base fiable pour tenir les États parties responsables de leurs actes et prévoyant la création de mécanismes de mise en recueillement des données et de rendre en compte au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. La plupart des 86 pays, comme j'avais dit, ayant rendu compte à ce jour, indiquent le droit des personnes handicapées à l'éducation ayant été inscrit dans la Constitution, le droit ou les politiques respectives des États-nations concernés. Mais peu d'entre eux proposent une définition du handicap. L'absence de définition internationale claire risque en outre de rendre plus difficile l'élaboration de programmes dans ce contexte-là. Il semble que les établissements spécialisés laissent progressivement la place à des programmes inclusifs dans des écoles classiques. Et toutefois, il existe parfois des écarts entre les politiques et la pratique. Les rapports publiés en parallèle par les organisations non gouvernementales qui pourront influer les décisions des comités de traité des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme ont justement, à titre d'exemple, parlé du sous-financement de l'enseignement public et l'absence de réglementation dans les écoles privées. Dans le cas des Philippines, c'est signalé par certaines ONG qui ont été prises en compte dans les recommandations des comités. Les pays rendant compte de l'avancement des ODD, bien que ces rapports soient volontaires à ce que aujourd'hui 44 pays ont publié des rapports d'avancement, on constate que l'ODD 4 sera revu en détail au cours de l'examen thématique mondial de 2019 des Nations Unies, intitulé « Donner des moyens d'action aux populations et assurer l'inclusion ». Il est très important de se focaliser sur l'efficacité et de rendre bilan au niveau de ce contexte, surtout quand on parle d'une démarche de changement volontaire qui est dirigée par les pays encore à même de démontrer l'absence de mécanismes et l'application extérieure du risque pouvant être attardant le progrès. Les citoyens peuvent inciter le gouvernement à honorer des engagements grâce au processus politique. Cela est un autre thème lors duquel on peut parler du processus politique comme incitateur des pouvoirs publics à satisfaire des demandes des citoyens, notamment par le biais d'élections libres et régulières. Entre 1975 et 2011, 469 des 890 élections nationales organisées dans les 169 États membres ont été jugées libres et régulières. Ce taux est passé de 70% sur la période de 1975 à 1985 à 45% sur la période 2001-2011. 169 États membres basés sur les différentes statistiques qui sont mesurables au niveau du rapport mondial du suivi de l'éducation 2017-2018. Tout processus de démocratisation et d'ouverture s'accompagne d'une hausse des dépenses publiques d'éducation. Cependant, il est difficile pour les électeurs de repérer les élus responsables de l'échec ou de l'inefficacité des politiques d'éducation et de le mettre face à leurs responsabilités. De simples promesses de campagne suffisent à détourner l'attention et les fonds des chantiers plus importants relatifs à l'éducation. Les gouvernements concentrant généralement leurs réflexions et leurs actions sur les infrastructures éducatives visibles au détriment des apports plus immatériels, tels que le développement professionnel. D'aucuns affirment que la concurrence électorale favorise la responsabilité, mais la réalité reste mitigée. Au Brésil, par exemple, les détournements de fonds étaient inférieurs à 27%, parmi les maires susceptibles d'être réélus, par rapport à ceux dont le mandat n'était pas renouvelable.
En revanche, en République de Corée, le passage de l'élection directe des commissaires de l'éducation n'a pas sensiblement modifié les dépenses s'agissant de l'éducation, ni le taux d'achèvement ou de scolarisation. Très important de comprendre qu'il est souvent impossible de chasser un gouvernement qui ne tient pas ses promesses par une élection. Le pourcentage régional d'élections nationales libres et régulières, on montre les résultats et il nous pousse à cette synthèse. Très important de mentionner justement un autre sujet relatif aux mouvements sociaux et citoyens qui pouvons également faire pression sur le gouvernement. Donc, outre les élections, d'autres mécanismes politiques, tels l'action citoyenne permettant de faire pression sur les autorités pour les inciter à tenir leurs engagements. Citons par exemple les mouvements qui sont relatifs à les études, qui sont organisés par les étudiants avec succès au Chili et en Afrique du Sud pour faire baisser les frais de scolarité au niveau de l'université. Les organisations de la société civile ont recours à divers outils et stratégies, parmi lesquels les mécanismes juridiques, les enquêtes et autres modes de recherche, les données ouvertes, la mise en place de conditions à même à organiser des campagnes médiatiques. En Argentine, l'association civile pour l'égalité et la justice a engagé des poursuites contre la mairie de Buenos Aires pour avoir ignoré la demande d'accès aux informations relatives à l'éducation pour les petits-enfants, la petite enfance. Les enquêtes servent à recueillir des informations, lesquelles permettent de lever la voile sur les éventuelles défaillances des politiques et de plaider en faveur du changement. Dans de nombreux pays, notamment au Kenya, au Pakistan et au Sénégal, les citoyens ont réalisé eux-mêmes des enquêtes pour évaluer les acquis de base des élèves en lecture et en calcul, qu'ils ont ensuite utilisés pour faire pression sur le gouvernement et exiger une amélioration de l'enseignement. Les coalitions d'organisations de la société civile telles que la Campagne pour l'éducation populaire au Bangladesh ont insufflé un dynamisme et permis d'intensifier la pression sur le gouvernement, par exemple pour augmenter les investissements en faveur de l'éducation. Lancés à Bangalore en 1994, les carnets de notes citoyens ont depuis été adoptés par d'autres pays, notamment au Rwanda. Les organisations de personnes handicapées ont participé au suivi de la mise en œuvre de la CPRD dans 50 des 86 pays ayant communiqué leurs données dans ce contexte d'action quand on parle des mouvements sociaux et citoyens qui peuvent également faire pression au gouvernement. Sur 70 syndicats d'enseignement de plus de 50 pays, plus de 60% n'ont pas ou peu été consultés quant au support pédagogique. Il y a plusieurs points à aborder quand on parle de ce contexte. Je pourrais revenir dans des vidéos ultérieures quant à l'importance de l'implication des médias en matière essentielle pour aborder les grands enjeux de l'éducation, en matière de communication. Les plans plus crédibles qui sont délimités pour les responsabilités qui constituent des outils essentiels, la supervision accrue pour la préparation budgétaire qui permet d'affecter les ressources aux postes de dépenses prioritaires et l'obligation de rendre des comptes de manière horizontale pour s'avérer efficace. Il y a aussi l'issue de la création d'une culture institutionnelle de l'intégrité qui est indispensable pour lutter contre plusieurs fléaux qui entravent l'avancement d'une éducation efficace depuis l'enfance jusqu'à l'université. Le suivi et l'évaluation de l'éducation doivent être systématiques et plusieurs sujets peuvent être abordables quand on parle de rendre des comptes en matière d'éducation au fur et à mesure qu'on l'avance dans le temps avec le contexte des ODD de l'agenda 2030, mais aussi dans un contexte de développement durable général. Donc il y a aussi un issue que je pourrais évoquer, c'est celle des entraves malheureusement au l'épanouissement de l'universalisme, s'agissant bien sûr de le manque de paramètres pour la validation des acquis et de l'expérience entre plusieurs États membres, c'est-à-dire que ça complique
la tâche pour des cadres hautement qualifiés de s'épanouir dans destination A par rapport à destination B, etc., ou État membre A par rapport à État membre B. Je pourrais donner l'exemple de l'éducation aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'être professeur justement au niveau de l'État du Texas, de l'État de l'Ohio, ainsi que dans les États de New York et du New Jersey en temps partiel. Mais c'est très très difficile de faire valider les acquis et les expériences dans des conjonctures nationales et étatiques dans un pays A par rapport à un pays B par exemple. L'universalisme n'est point une entrave pour la personne, mais beaucoup plus ça devient une entrave quand on étudie les systèmes malheureusement. Et ça c'est un sujet très vague, très très important sur lequel on peut parler d'une autre manière dans le cadre de la société civile, dans le cadre de l'ONG et aussi dans le contexte d'action des très très hautes conférences organisées au niveau des Nations Unies et au niveau des organisations internationales, incitant aussi les États membres à la participation dans ce contexte-là, avec les représentants respectifs des gouvernements nationaux. Très important d'avoir une capacité d'adaptation, parce que quand je parle de mon expérience personnel, bien sûr, il faut faire différenciation entre le cap universaliste sur lequel on travaille, on s'achemine quand on est dans la société civile ou dans une ONG à caractère international et qu'on est dans un contexte de l'ONU et d'organisations internationales, à ne pas confondre avec la capacité nationale qui peut différer en fonction du caractère identitaire. Donc je pourrais avoir une triple identité, par exemple États-Unis, France, Maroc. J'ai aussi été à l'extérieur de ce triangle dans plusieurs pays justement qui m'offrent la possibilité de connaître mieux ce pays par rapport à d'autres. J'en cite l'Italie, l'Espagne, la Suisse et la Belgique par exemple. Des pays sur lesquels on a vécu d'une manière proche vu que c'était la frontière, par exemple le cas du Mexique et ici aux États-Unis, au sud des États-Unis. Donc il y a une importance de rôle de l'universalisme qui n'a rien à voir avec le communautarisme malheureusement et qui ne doit pas être confus dans ce sens-là. Beaucoup de choses à évoquer quand on a la capacité d'adaptation et quand on n'arrive pas à trouver des agents, ou qu'on n'arrive malheureusement à trouver que des agents locaux ou étatiques, parfois même nationaux, qui ne peuvent pas comprendre la dimension de multidisciplinarité de ces agents. Ça, c'est un sujet très important. C'est une thèse, vraiment, sur laquelle il faut s'approfondir très, très, très sérieusement parce que ça évoque beaucoup de choses, beaucoup de réalités sociétales et c'est-à-dire si on prend l'économie à part, on la sépare justement des problèmes sociétaux, on considère que l'économie n'aide plus pour un instant. Ouais, c'est comme cet exemple-là qui a été lancé, la pub de On ne sert plus l'eau avec Matt Damon, qui montrait des gens qui n'arrivaient plus à boire et tout, qui paniquent au niveau de 6 minutes après ne pas avoir eu de l'eau dans les restaurants chics auxquels ils étaient, alors qu'on était en train de leur évoquer des problèmes qui arrivent d'autre part. C'est-à-dire que c'est une culture industrialiste de quantité qui n'arrive pas à avoir de plan B et dans lesquels parfois des gens qui ont une multidisciplinarité à faire les choses, un contexte universaliste. Moi, je parle par exemple le français, l'anglais, l'italien, l'arabe. J'ai commencé à apprendre l'espagnol et j'ai des notions rudimentaires en allemand, en portugais par exemple. Ces gens n'ont pas leur place quand on reste cloisonné dans un système qui a cru que l'économie pouvait résoudre tous les soucis, alors que
il y a des gens dans ce levier économique qui ne peuvent pas comprendre certains profils internationalisés qui visent grand. Et ça, c'est un sujet. Et la réponse et le feedback que je ne vais pas mentionner ici, comme j'ai dit, parce que c'est un sujet très très dense, très très épineux. Et qui a recours ailleurs que par rapport à une thèse, qui a recours ailleurs au niveau d'une autre instance, par exemple, est déplorable, justement. Le feedback de plusieurs gens et de plusieurs communautés est très très déplorable. Mais encore une fois, ça ne donne pas une réalité des choses par rapport à la personne, à l'assimilation, aux récepteurs qui ont compris le message. Donc c'est ça le plus important. Et je n'aime pas être confus non plus ou être pris de vitesse par rapport à ce que je viens de mentionner. Merci, restons en contact pour la prochaine vidéo. À la prochaine.